Récemment, à GoPirate, on a légèrement réajusté notre cap. On souhaite faire en sorte, entre autres, que l'entrepreneuriat en économie sociale représente une option aussi intéressante et aussi considérée que les autres formes juridiques d'entreprise. Oui. Puis, comme on veut se donner les moyens de nos ambitions, ben, on est allé chercher quelqu'un qui connaît ça. Mhm. Hein? Donc, aujourd'hui, on va parler avec Luc Audebrand, OK? Professeur d'économie sociale et solidaire et directeur scientifique de la démarche d'engagement social à l'Université Laval. On va regarder un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui rêvent d'un monde où les entreprises sont plus responsables. Bon, on va se le dire, si vous nous demandez notre opinion, les entreprises sont responsables de bien des affaires. Mais là, on va parler de responsabilité sociale, voyez-vous? Tout le monde à bord, on lève les voiles vers l'entrepreneuriat responsable. Luc Audebrand, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, les pirates. Hey, je tiens à vous dire, là, merci de m'accueillir. C'est vraiment, vraiment fort gentil. Puis, deuxième point, bravo pour votre beau programme. Ah, c'est la première fois que quelqu'un nous le dit comme ça. Oui, hein? Hein? Le typique bravo pour votre programme. Merci. Luc, tu as, entre autres, contribué au documentaire Révolution, le travail est humain. Mhm. Et suite à notre découverte de ce documentaire, on a échangé quelques mots sur LinkedIn, puis là, je suis allé te voir, puis j'ai dit, il semble on manque d'opportunités si on ne se parle pas. Fait qu'on se parle dessus. Hein? Ben, Puis ça me fait plaisir de vous parler. les En effet. opportunités ont émergé, toi, à vitesse de la lumière quand on s'est parlé. Donc, évidemment, la première chose qu'on a fait, c'est veux-tu qu'on t'invite? Hein? Donc, on aimerait ça savoir un petit peu d'où tu viens, pas géographiquement. Hein? C'est quoi ton parcours pour te retrouver professeur dans les sciences d'économie sociale? Ben, écoutez, j'ai fait des études d'abord en psychologie, à laquelle je me suis intéressé à l'être humain. Mhm. Puis, ça m'a amené après ça à bifurquer en management pour m'intéresser à la gestion de l'être humain. Et ce qui m'a amené après ça à travailler sur des formes alternatives d'organisation qui avaient comme objectif de mieux traiter les humains. Donc, dans ma thèse, j'ai travaillé sur le commerce équitable. Puis, de fil en aiguille, bien évidemment, j'en suis venu à m'intéresser à l'économie sociale comme façon de faire des affaires différentes, alternatives et visiblement encore méconnues. C'est super intéressant parce que je me rends compte en t'écoutant qu'on a des chemins parallèles, non semblables du tout. Mhm. Mais moi aussi, je suis passé par la gestion. Moi aussi, je me suis intéressé à comment on peut gérer, faire du travail plus humainement. Puis ça nous a tous les deux menés vers l'économie sociale. Vraiment intéressant. Mhm. Oui, c'est pas piquer des verres. Euh, Raconte-nous un petit peu pourquoi aussi c'était important pour toi de contribuer au documentaire Révolution, le travail est humain. Selon toi, en quoi c'est important ce documentaire-là? Ben, en fait, le documentaire est important parce que on le voit on le voit que la formule coopérative, dans ce cas-ci, c'est la coopérative de travail, Mhm. qui est une formule qui a plus de 200 ans, hein, qui existe depuis très, très longtemps, est encore méconnue partout dans le monde et notamment au Québec. Et il y a encore énormément de mythes. Vous avez parlé des mythes dans un précédent Épisode. épisode de votre beau programme. Et donc, moi, c'est important de participer pour donner un point de vue d'universitaire sur cette bébite-là qu'est la coopérative de travail. Et surtout, mentionner à quel point c'est pertinent pour justement humaniser le travail, rendre le travail comme quelque chose qui soit à la hauteur des attentes des êtres humains et non comme quelque chose qui nous tire par en arrière. Et donc, j'ai voulu participer à ça lorsqu'on m'a invité. J'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai même mentionné à quel point je rêve d'un monde où cette option-là, l'option de l'économie sociale, et plus particulièrement de la coopérative de travail ou de la coopérative de solidarité, serait une option de base
et non une option à laquelle on va vers si toutes les autres options ne fonctionnent pas. Ouais, Qui, pour moi, est très problématique dans le monde du travail, dans le monde des affaires actuellement. absolument. C'est une option qui est marginale en ce moment. Ouais. On ne la comprend pas, donc on ne la considère pas. C'est pas ce qu'on connaît. Donc, quand on se part une entreprise, par défaut, je veux faire de l'argent, donc je vais aller au privé. Puis ton travail et ce qu'on veut faire aussi, dans le fond, on s'en va dans la même direction, faire en sorte que ça devienne une option qui est aussi bonne que les autres. Puis tu nous Et parlais... là, vous avez eu une personne il y a quelques semaines, Mathilde, je crois, du réseau Coop, qui vous a quand même vraiment bien expliqué c'était quoi une coopérative de travail. Donc, vraiment, vous avez avec le documentaire, avec Mathilde, vous avez vraiment des bonnes bases, là, puis celles qui vous écoutent ont des bonnes bases pour mieux comprendre ce modèle-là. Oui. Et d'ailleurs, un petit rappel, après ça, je te laisse parler, Maurice. Un petit rappel que le réseau Coop a des formations assez régulièrement sur c'est quoi une coopérative de travail. Et donc, il y en a une le 1er décembre et il y en a d'autres qui vont venir à peu près tous les 6 mois. C'est gratuit. Et apparemment que depuis qu'on en a parlé, il y a eu beaucoup d'inscriptions, donc on va continuer d'en parler. Oui, fait que Mathilde, notre facture est dans mal. La dernière fois qu'on a discuté, il y avait un point que j'ai trouvé super intéressant que tu avais amené, c'est quand on commence à apprendre l'entrepreneuriat aux enfants, on leur apprend un entrepreneuriat collectif. C'est par après qu'on les gâche. Ben, en fait, quand il y a des petits projets entrepreneuriaux à l'école, que ce soit faire des objets qui vont être vendus, qui vont être donnés aux parents pour du financement, ben les enseignantes et les enseignantes, mais elles pratiquent avec leurs élèves une forme d'entrepreneuriat collectif. Elles demandent à tout le monde de participer, tout le monde donne son opinion, on essaie d'y aller par consensus. Quand ça fonctionne pas, on fait des votes. Et donc, on pratique à petite échelle, à l'école primaire et secondaire, on pratique un peu les bases de l'entrepreneuriat collectif. Il y a même, il va y avoir des rencontres du CA, tous les détails qui sont présents dans l'entrepreneuriat collectif, ben, sont présents dans les projets scolaires. Donc, oui, en effet, on fait ça et tout d'un coup, à partir d'un certain moment, ben, quand on arrive à parler d'entreprise, ben là, tout d'un coup, non. Non, tout d'un coup, la démocratie, ben, elle s'arrête à la porte d'entrée de l'organisation. Puis quand on essaye de dire que, ben non, il n'y a pas de raison que la porte soit fermée, ben là, on nous dit, ben là, vous exagérez, monsieur. Voulez-vous en savoir une pas pire? OK? Voulez-vous savoir le nombre de fois où je me suis fait dire dans mon travail, ouais, mais c'est pas une démocratie ici? À longue, j'ai commencé à trouver que c'était un problème. OK. On veut parler avec toi d'entrepreneuriat responsable, mais avant, on aimerait ça parler à ceux qui nous écoutent pour la première fois parce qu'ils ont été attirés par ton aura, Luc, n'est-ce pas? C'est que nous aussi, on a une collectivité. Oui. Hein? GoPirate, c'est pas juste un OBNL d'économie sociale, n'est-ce pas? C'est aussi un regroupement de gens qui veulent que les choses changent. Et les choses, ça peut être large, n'est-ce pas? Donc, il y a entre autres ceux qui veulent que les dynamiques de travail changent, que ce soit dans le privé ou dans n'importe quoi. Mais il y a aussi ceux qui veulent avoir plus d'options dans leur travail. Et puis, c'est un petit peu pour ça qu'on t'invite et qu'on fait ce qu'on fait. Et si vous voulez rejoindre cette collectivité-là, qui est très active, pas mal en forme en plus ces temps-ci, hein? On a un compte Patreon. Donc, essentiellement, vous pouvez devenir nos patrons, dans le sens vieux du terme patron. Hein? C'est ça. Ceux qui commandent des choses et nous, on les livre. Vous aidez à supporter l'émission GoPirate, qui, comme on l'a appris, est un bien beau programme. puis en même temps, ben, vous avez accès à toute cette communauté-là. Vous avez accès à nous à peu près constamment parce qu'on est tout le temps là-dessus. Puis, c'est aussi une belle place pour discuter des idées que vous avez avec des gens qui, surprenamment, deviennent de plus en plus experts parce que la communauté commence à s'enrichir sérieusement. On a des beaux projets qui se mettent en place, des belles discussions qui se mettent en place. C'est le temps d'en profiter. Mieux que ça encore, vous allez avoir accès à nos épisodes spéciaux pour les patrons. On en a un à chaque mois qu'on fait live avec les gens. Exclusif. Puis, dépendamment de quel niveau de Patreon vous prenez, vous pouvez aussi avoir droit d'assister à nos masterminds ou même d'avoir accès à du coaching personnel ou de groupe. Donc, pour en savoir plus,
c'est patreon.com/GoPirate Canada. Maintenant que la publicité honteuse est faite, Honteuse. Faut qu'on mange aussi. maintenant, Eh oui. on voudrait regarder, on a parlé là, quelque chose, hein, j'ai fait des blagues dans l'intro, hein, les entreprises sont souvent responsables de bien des choses, hein, on porte souvent des accusations. Mais l'entrepreneuriat responsable, qu'est-ce que c'est? Parce que, tu sais, on s'imagine déjà des choses en entendant, mais concrètement. Ben, écoutez, en fait, comme professeur à l'université, ben, je m'intéresse à l'économie sociale et solidaire, je m'intéresse à l'engagement social et je m'intéresse à l'entrepreneuriat responsable. Mais je fais pas ça tout seul. C'est important de le mentionner. Je fais ça avec deux collègues que j'adore, avec qui je travaille depuis 4 ans sur ces sujets-là, Marie-Pierre Tremblay et Mathias Pépin. Donc, c'est moi aujourd'hui. Salut Marie-Pierre, salut Mathias. C'est moi aujourd'hui qui prends le micro, mais je veux que vous et les gens qui vous écoutent, que vous sachiez que on est vraiment un trio infernal. Et donc, ça fonctionne bien. On aime beaucoup ce qu'on fait. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, quand je vais référer à Marie-Pierre, Mathias, ben, c'est ces deux personnes avec lesquelles je travaille et que j'adore. Et donc, pour répondre à votre question, c'est quoi ça, l'entrepreneuriat responsable? Bon, ça demande de prendre quelques instants pour réfléchir à distinguer ça d'une autre forme d'entrepreneuriat qui est l'entrepreneuriat durable. Quand on parle d'entrepreneuriat durable, on parle d'une entreprise qui est créée et que, à même ses gènes, son ADN, ben, elle répond aux 3 objectifs du développement durable. C'est-à-dire qu'elle réussit à préserver ou régénérer l'environnement, qu'elle améliore la qualité de vie des personnes et des communautés et qu'elle favorise une redistribution équitable des bénéfices des activités de l'entreprise. Quand on dit que c'est ça une entreprise durable. Et nous, on s'est rendu compte avec Mathias et Marie-Pierre, mais que des entreprises qui naissaient avec ça, hein, avec ces trois dimensions-là, ben, il n'y en avait pas beaucoup. Parce que 95% des entreprises qui naissent, qui émergent, ben, c'est des entreprises qui ne sont pas durables à la base, mais qui peuvent être rendues durables si on les appuie, si on les aide. On les aide. Et c'est pour ça qu'on a distingué l'entrepreneuriat durable de l'entrepreneuriat responsable, qui est comme cette idée d'accompagner les entreprises à travers, en les rendant davantage conscientes de ce qu'elles peuvent faire pour favoriser la régénération de l'environnement, pour améliorer la qualité de vie de leurs employés et de la communauté, puis pour redistribuer plus équitablement les bénéfices de leurs activités. Donc, l'entrepreneuriat responsable, c'est ce travail que l'on fait avec les entreprises et les entreprises elles-mêmes, en commençant par les entrepreneurs ou les groupes promoteurs, le travail que ces gens font pour essayer de faire en sorte que leurs entreprises soient une partie de la solution et non une partie du problème aux différents enjeux que l'on vit actuellement dans la société. Ça s'applique à tous les modèles d'entreprise, right? Exactement. Voilà, nous, on est œcuménique. Ça, c'est important de le mentionner par rapport au modèle. C'est sûr que moi, comme professeur d'économie sociale et solidaire, ben, j'aime les coopératives, les OBNL, puis les mutuelles. Cela dit, quand tous les travaux que l'on fait avec Marie-Pierre et Mathias, ben, on s'attaque à toutes les formes d'entreprise parce que, ben, comme on le mentionnait, les coops, il n'y en a pas beaucoup. Les OBNL, il y en a un petit peu plus, mais pas tant que ça. Donc, si on veut amener toutes les entreprises à s'améliorer, ben, il faut pas que je dise, ben, il faut pas que je laisse des entreprises de côté. Donc, les outils que l'on crée ensemble et que l'on développe sont faits pour l'ensemble des entreprises, que ce soit une société d'action, une société par action, que ce soit une société en non collectif, que ce soit une personne qui démarre seule sa petite entreprise, un solopreneur, une coop, une OBNL, ainsi de suite. Là, question qui tue, là. J'aime beaucoup les 3 critères hein, que tu as définis pour l'entreprise durable. Le 3e, il doit être difficile à faire passer, redistribuer équitablement hein, les bénéfices de l'entreprise. Il faut être convaincant par rapport à plusieurs dirigeants qui sont là. Ben, j'ai tout investi, j'ai tout pris les risques, fait que l'argent va tout à moi. Oui. Ben, c'est sûr que là, quand on s'intéresse, parce que quand on parlait du développement durable, hein, il y avait People, Planet, Profit. Hein, puis le profit, ben, c'était
Hey, on va faire du profit. Puis là, quand on disait ça, mais on ne dit pas à qui vont les profits. Clairement, dans la tête, on va aux investisseurs, on pense aux actionnaires. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Quand je dis qu'il faut trouver des moyens de partager plus équitablement les bénéfices des activités de l'entreprise, ben ça implique partager pas juste avec les actionnaires principaux quand c'est une société par action, mais aussi avec les employés et aussi avec les fournisseurs, aussi avec les clients, de façon à ce que un plus grand nombre de parties prenantes de l'entreprise puissent bénéficier de ça. Parce que sinon, on crée un malaise. Puis c'est perpétuel, puis ça crée des gens qui veulent plus, qui veulent faire la grande démission parce qu'ils sentent qu'ils travaillent puis qu'ils travaillent pour rien. Donc oui, il faut que tout le monde, y compris les sociétés par action, commence à réfléchir à comment mieux redistribuer les bénéfices de leurs activités. Mais est-ce que faire une fondation là, pour des jeunes qui font du sport, là, c'est pas ça qu'on fait? Je fais un petit peu l'avocat du diable, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui disent qu'ils redonnent à la société, parce qu'ils donnent des dons à certains organismes, puis à condition qu'ils t'achètent le produit du jour. Là, si tout le monde achète le produit du jour, là, on va donner $1 à telle fondation. Est-ce que c'est pas de ça qu'on parle? Là? On parle pas vraiment de ça. Évidemment, comme personne qui s'intéresse et qui fait de la recherche et de l'enseignement autour de l'engagement social, je ne peux pas être contre la philanthropie et toutes les formes de dons. Cela dit, c'est pas ça dont je parle. Je crois pas que fondamentalement, une entreprise va redistribuer équitablement les bénéfices de ses activités à travers la philanthropie. C'est en revoyant le modèle, en revoyant la façon de voir comment les excédents vont être donnés, vont être partagés. Cela étant dit, bien évidemment, on ne peut pas actuellement, en 2022, se passer de la philanthropie, mais il ne faut certainement pas qu'une entreprise se considère responsable parce qu'elle a une fondation. D'ailleurs, la responsabilité sociale des organisations, la philanthropie n'en est qu'une toute petite partie, mais c'est beaucoup plus large. C'est ce que je vous mentionnais au début, les fameux 3 piliers. Donc, pour aider une entreprise à développer sa stratégie de modèle d'affaires responsable, vous avez développé une matrice pour les aider. Oui. Puis juste en fait, pour les auditeurs qui nous parlent, la matrice, qui est le vrai mot qu'on aurait dû utiliser dans notre passé, parce qu'on a déjà parlé du Lean Business Model Canvas dans l'épisode 91. Donc, ceux qui l'ont vu, vous allez vous reconnaître. Là, c'est quelque chose qui est semblable. Donc, raconte-nous, quelle est la matrice de modèle d'affaires responsable? Bien, ça va me faire plaisir. Et en passant, je vais vous parler de ces outils-là, mais je tiens à vous dire que ces outils-là sont disponibles gratuitement. Donc, nous, on ne se fait pas une scène avec ça. C'est pas ça l'objectif. On est professeur d'université. Et non seulement ils sont disponibles, mais en plus, comme c'est en Creative Commons, si les gens veulent les adapter, les modifier, ben ça peut être fait. Donc, vraiment, ici, je vais vous parler de ces outils. Je vais vous parler de ces outils-là parce que je pense que ça peut vraiment être utile pour beaucoup de personnes qui cherchent peut-être une deuxième ou une troisième vie professionnelle. D'ailleurs, je crois que c'est toi, Olivier, qui avait écrit sur LinkedIn. Que feriez-vous si vous pouviez faire changer quelque chose, la fameuse baguette magique? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu, mais je partirais ma propre entreprise. Je ne sais pas combien de pourcentage, mais il y en a beaucoup. Et bien, justement, les matrices sont des outils qui visent à aider les personnes à réaliser leurs rêves. Donc, avant de parler de la matrice du modèle d'affaires responsable, il faut quand même que j'explique c'est quoi une matrice. Parce que vous en avez peut-être parlé, mais il y en a qui vont peut-être pas retourner voir l'épisode 84. Absolument. Bon, donc, en gros, ce qu'on appelle un Business Model Canvas, c'est un outil de planification qui sert à mettre sur une page, en gros, les différents éléments essentiels à discuter, à comprendre pour pouvoir démarrer son entreprise. C'est un outil qui est qui se veut convivial. Et souvent, si les gens sont ensemble, avec plusieurs personnes, ils peuvent utiliser des post-it. Donc, c'est vraiment un outil qui
a été créé, la première matrice a été créée dans les années 2010 par deux Européens, Stelweider et Pigneur, justement pour un peu répondre aux problèmes que les gens avaient parce qu'ils se faisaient dire, ben, tu vas faire ton modèle d'affaires, tu écris 20 pages, 40 pages, personne ne va vouloir le lire. Ça n'a pas de bon sens. On est dans une société où on est capable de réfléchir autrement avec des graphismes, et donc, ils ont créé la première matrice. C'était le Business Model Canvas ou ce qu'on appelle le BMC. Puis j'imagine que plusieurs de personnes qui vous écoutent connaissent déjà ça. Mm-hmm. C'est quand même relativement connu. Puis si vous ne le connaissez pas, c'est pas très complexe non plus. L'idée, c'est de mettre au centre ce qu'on appelle sa proposition de valeur. C'est ce qu'on propose à un segment de clientèle. Et donc, la Business Model Canvas est un outil intéressant, mais son gros problème, c'est qu'elle n'intègre pas les enjeux sociaux et environnementaux. En gros, c'est ça le principal problème. Donc, il y a plusieurs autres personnes, d'autres chercheurs qui se sont dit, on va essayer de il faudrait qu'on trouve une nouvelle version qui inclut justement ces enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance, les fameux ESG, parce que ça fait partie du modèle d'affaires. Même Maurice avait commencé à en faire une il y a quelques semaines, puis tu vois, quand tu en as parlé, on s'est dit, on va prendre celle-là. C'est un expert qui l'a fait. En passant, on ne l'a pas fait seul. Hein? Je te disais, Marie-Pierre et Mathias ont participé, mais pour tous nos outils, on fait attention d'en parler avec les acteurs sur le terrain. Donc, on est allé rencontrer des sociétés par action, des coopératives, des OBNL, des gens qui accompagnent ces organisations-là, parce que et donc, elles ne sont pas nommées dans la matrice, mais si on avait à le nommer, il y a plein de personnes qui ont participé à l'élaboration. Donc, c'est ça. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a regardé plusieurs matrices plus durables, responsables, et ci, puis ça, puis on n'en a trouvé aucune qui nous plaisait. On les trouvait difficiles. Donc là, on s'est dit, on va créer la nôtre, puis on va créer la nôtre, puis on va la créer avec quand même quelques points qui sont essentiels pour nous. Puis en gros, il y a 3 points qui sont essentiels pour nous dans la matrice du modèle d'affaires responsable qu'on a créé et qui est maintenant utilisé, on est super content, qui est vraiment utilisé à plusieurs endroits. Donc, c'est vraiment chouette parce que visiblement, elle répond à des attentes. Donc, dans la nouvelle matrice, ce qu'on s'est dit, c'est qu'au cœur de la matrice, au centre de la matrice, tu as l'entrepreneur ou le groupe entrepreneurial. Ça peut avoir l'air un peu bizarre, mais la matrice originale, c'est le BMC. L'entrepreneur, le groupe entrepreneurial, l'équipe, est peu pertinente. Nous, on dit non, c'est pas vrai. Quand les gens se lancent en affaires, là, ils se lancent avec leurs valeurs, avec leur cœur, avec leur corps. Et donc, il faut que ça se retrouve au centre de la matrice. Donc, au centre de la matrice, on demande aux gens de réfléchir à leur mission, leur vision, puis aussi leurs valeurs. Puis on leur dit, cette mission, ces visions, ces valeurs, c'est pas juste des petits trucs que vous mettez sur votre site web là, pour notre mission. Non, c'est quelque chose qui doit être essentiel à votre modèle d'affaires et qui fait partie intégrante de votre modèle d'affaires. Donc ça, c'est la première chose qu'on a voulu rajouter. Au centre. C'est si vous regardez la matrice, là, au cœur, tu as ça, puis tu as un petit cœur pour dire que ça, c'est central. C'est pas juste quelque chose qu'on ajoute pour faire bien, non, c'est central. Ça, c'est le premier élément qu'on a rajouté. Un deuxième élément qu'on a rajouté, qui est pour nous essentiel, mais qui, on s'est fait dire par plusieurs personnes, oui, c'est évident, puis par d'autres personnes, non, vous exagérez, monsieur Audebrandt. Le deuxième élément qu'on a rajouté, c'est les enjeux de gouvernance. Parce que on peut pas penser le modèle d'affaires, ce qu'on va proposer, sans tenir compte de comment notre gouvernance va s'exercer. Gouvernance de 2 façons. Au sens large du terme. Gouvernance au sens de notre relation avec l'extérieur. Donc, c'est par exemple les organes de gouvernance, notamment le conseil d'administration, mais notre forme juridique, évidemment, mais aussi la gouvernance dans la manière dont on veut que les choses se passent dans l'organisation. Comment on veut que les relations de pouvoir se tiennent? C'est quoi? Est-ce que c'est une organisation horizontale, verticale? Est-ce qu'on inclut l'EDI, équité, diversité et inclusion dans tout ça? Donc, on se dit, on peut pas mettre ça de côté et dire c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Il faut y penser tout de suite quand on pense à notre modèle d'affaires. Okay. Ça a de l'allure jusqu'à maintenant?
Oui, ça en Oui, a eu. absolument. Hein, quand tu essaies de convaincre quelqu'un de ton projet d'entreprise, de savoir que toute l'équipe va être autogérée, ça va avoir un impact sur la décision de participer ou ça. Tu sais. Et je trouve ça, Ben oui. c'est super pertinent. Puis ça fait Mhm. partie du cœur, du corps des valeurs de l'entreprise. Intéressant. Ben, oui, c'est intéressant. Puis, nous, tu sais, pour revenir à l'économie sociale, on se fait souvent dire euh, en économie sociale, oh, vous savez, le statut juridique, c'est pas vraiment important. Tu sais, l'important, c'est ce que tu veux faire de bien à la société. Je dis, ouais, mais ce que tu veux, il y a la fin, puis il y a le moyen. Mhm. Puis Mhm. c'est pas vrai que la société par action, c'est la même chose comme moyen que la coopérative ou l'OBNL. Je suis pas en train de dire que c'est de diaboliser l'un ou l'autre. C'est simplement dire que ben, ces questions-là doivent faire partie des questions qu'on se pose et les gens qui vont vouloir mettre de l'argent, à nous appuyer dans notre projet, doivent être au courant de où et comment on se place dans en matière de gouvernance. Je suis Troisième point, entièrement d'accord. Nous, on a vu la différence à partir du moment où on a annoncé qu'on deviendrait un OBNL. La Ah oui. perception de nous a changé. Oui. Donc, il faut pouvoir l'utiliser à bon escient aussi. Mhm. Mm. OK. ben oui, en plus, ça peut être un outil de promotion, là. Oui. Il faut pas se le cacher, là. C'est surtout à mesure qu'on va mieux comprendre quelles sont les différentes formes juridiques. Cela étant dit, la gouvernance, là-dessus aussi, on est œcuménique. On se demande juste aux gens, quand ils réfléchissent à leur modèle d'affaires, de se poser la vraie question, de faire la boussole entrepreneuriale, Mhm. comme en parlait Mathilde, de réfléchir à comment on veut, nous, notre équipe, s'organiser. Parce qu'au début, souvent, la personne est seule ou il y a deux personnes, mais à un moment donné, ça grossit. Et donc, il faut réfléchir à ça, mais il faut réfléchir d'avance. Il ne faut pas repousser ça. En fait, c'est ce qu'on dit dans notre matrice, il ne faut pas repousser ça. Le troisième élément dans la matrice qui est différent et qu'on a rajouté, c'est ce qu'on appelle les retombées. Retombées négatives et retombées positives. Ce qu'on appelle communément le impact Mhm. de votre organisation. Mais j'aime pas trop le mot impact, c'est un emprunt, un calque de l'anglais. Donc, dans le fond, c'est des retombées ou des conséquences. Alors, toute activité de production, ben, elle a des conséquences positives et elle a des conséquences négatives, pas juste pour les personnes qui sont liées, mais pour un ensemble de personnes. Imaginez dans votre entreprise là, comme étant une pierre qui tombe dans l'eau, puis les conséquences, Mhm. là, c'est les différentes ondes. Ben, Mhm. il y a la première onde, ça, c'est à peu près les gens qui vont être autour de vous, là, votre core. Mais il y a les ondes, là, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, nous, ce qu'on dit, quand on fait un modèle d'affaires, il faut réfléchir aux retombées positives et négatives euh, à- indirectes de nos Mhm. activités. Il ne faut pas juste attendre de dire oh, j'avais oublié. Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ça. Puis si on voit des, des retombées négatives, mais on peut essayer dès le départ, comment on peut pallier ces retombées négatives-là Ouais. dès le départ plutôt qu'attendre plus tard pour le faire. Attendre de se Et faire ça, prendre. évidemment, c'est particulier. Parce que, parce que dans le modèle de base, dans le BMC, vous irez voir ça, il y a structure de coûts, structure de revenus, Mhm. puis ça finit là. Ouais. Les autres retombées sont pas importantes. C'est habituellement des choses qu'il faut que tu apprennes à cacher avec le temps plutôt Ouais, c'est que ça. de devoir agir dessus. Mais là, de devoir les lister en partant, là, il faut les adresser. Ouais. Ben, en Oui. fait, C'est souvent dit, c'est vu comme des externalités. Mhm. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, OK. Très intéressant, ça. Donc, Donc là, tu as ça, Olivier. Là, vous avez un peu l'idée générale de ce qu'on a rajouté. Puis ce qu'on demande aux gens quand ils vont remplir la matrice, c'est de penser à quatre aspects. Tu as l'aspect désirabilité. mhm. Ça, c'est ta proposition de valeur. Qu'est-ce que tu offres aux personnes, à tes différents segments de clientèle? Qu'est-ce qui fait que ton produit ou ton service va être désirable pour certaines personnes? Donc, il faut souvent commencer par ça. Il faut ensuite regarder l'autre élément, c'est la faisabilité. C'est comme mes activités, mes ressources, mes partenaires qui vont m'aider à créer ma proposition de valeur. Et en bas, il y a ce qu'on appelle la viabilité. Ben, c'est ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir être
être pérenne, que l'activité va pouvoir être pérenne. Donc, ça, c'est les trois éléments qu'on retrouve dans notre matrice. Et au cœur, on a ce qu'on appelle la cohérence. C'est ce que je vous disais, la mission, vision, valeur, et qui doit percoler dans l'ensemble la manière de répondre aux différentes questions qui se retrouvent dans les différentes cases de la matrice. OK. C'est fort. Oui, J'aime ça. j'aime ça. Oui. De piratiser un modèle qui existait déjà, hein, pour le rendre plus pertinent pour le contexte dans lequel tu travailles. Genre de choses qu'on encourage. Absolument. Pour ceux qui nous écoutent en audio, si vous voulez avoir le visuel de ça, ben, il est sur notre émission vidéo qui est sur YouTube. Oui. Donc, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil là. Sinon, dans la description de l'épisode, il n'y a pas de description. Oh, oui. Dans la description de l'épisode, on va mettre des liens vers les matrices de Luc et de ses collègues, n'est-ce pas? Là, tu nous as parlé, hein, avant l'épisode, que tu avais aussi une matrice scolaire. Oui. Ça, c'est intéressant. On parlait tantôt des enfants, hein, du fait que naturellement, ils ont tendance à aller vers quelque chose qui est plus collectif. Et à partir de, je ne sais pas quand, le secondaire, hein, on les gâche et on les brainwash à tu vas travailler pour quelqu'un, hein, puis tu ne verras jamais ce gars-là, puis il va s'acheter probablement une autre voiture avec ton travail, n'est-ce pas? Okay. Je suis un peu fataliste, là. Hein? On essaie de faire en sorte que ce ne soit pas justement une fatalité. Fait que, bref, on endoctrine les enfants jeunes, c'est ça? Ouais, en fait, certains diraient qu'avec notre matrice scolaire, on les endoctrine pour devenir de bons capitalistes très, très jeunes. Oh. Alors, ça demande quand même de prendre un peu de recul. En fait, ça, c'est beaucoup le travail de mon collègue Mathias Pépin, justement, qui, lui, a fait son doctorat en éducation sur l'utilisation de projets entrepreneuriaux pour favoriser le raccrochage à l'école, favoriser l'intérêt à l'école des élèves, que ce soit du primaire ou du secondaire. Et au début, quand il nous parlait de ça, c'est « Wow, c'est quoi ça? C'est quoi ça? » Mais finalement, on se rend compte qu'il y a un énorme mouvement au Québec et ailleurs dans le monde de personnes qui pensent sérieusement à ça et qui se disent « Mais si on était capable, pas dans toutes les cours, pas dans toutes les classes, pas nécessairement dans toutes les écoles, mais dans beaucoup d'entre elles, d'intégrer des petits projets entrepreneuriaux pour susciter l'intérêt des élèves. Ça peut être construire des outils, des objets qui vont ensuite être vendus ou qui vont être donnés en cadeau. C'est sûr que quand on est au primaire, là, les projets, c'est des projets tout petits. Mais au secondaire, ça peut être des projets qui ont plus d'ampleur, puis évidemment au cégep, là, ainsi de suite. Oui, moi, quand j'étais au secondaire, il existait encore le programme des jeunes entrepreneurs quand j'étais en secondaire 5 que j'ai fait, puis qui a été une influence marquante sur ma vie. Ben, Maurice, c'est drôle que tu parles de ça, parce que moi aussi, j'ai fait les jeunes entrepreneurs il y a très, très longtemps, il y a longtemps de ça. Cela dit, la différence avec les jeunes entrepreneurs ou avec les projets parascolaires, c'est que dans ce cas-là, nous, on s'intéresse à comment ça s'est fait en classe avec les enseignants de façon à enseigner certaines matières. Je vais donner un exemple. Évidemment, tu veux enseigner les mathématiques, ben, tu peux utiliser les coûts, les revenus, le coût des matériaux, puis commencer à enseigner du calcul ou des mathématiques avec ça. Tu peux aussi, dans ta classe, enseigner l'éthique, comment tu prends les décisions collectivement. Tu peux enseigner le français, parce qu'il faut vraiment écrire notre description de notre produit. Puis là, j'en passe. Puis l'idée avec les projets entrepreneuriaux, c'est deux choses. Un, c'est pas d'aller à l'encontre des intérêts, de ce qui est important d'apprendre à l'école. Au contraire, c'est d'intégrer ça. Puis c'est pas de faire des élèves des entrepreneurs. Ça, il faut le dire tout de suite, là, j'aurais bien dû le dire au départ. C'est pas de faire des élèves des futurs entrepreneurs. C'est de faire des élèves des personnes qui vont prendre en charge leur futur en faisant preuve d'initiative. Citoyen. C'est ça l'objectif. C'est de développer un esprit entrepreneurial, mais au sens très large du terme de « je suis un acteur de changement ». C'est ça.
C'est ça l'objectif. C'est pas l'objectif, c'est pas d'en faire des futurs capitalistes ou des futurs coopératistes. Ouais. Non, c'est vraiment pas ça. Non, ben, l'idée, c'est mais c'est important. Ce que vous faites avec ça, c'est essentiellement une mise en contexte plutôt que d'apprendre juste de la théorie qui est sèche. Maintenant, on voit comment est-ce qu'elle s'applique dans le vrai monde. À partir de ce moment-là, exactement. des choses qui sont plus abstraites deviennent beaucoup plus claires. Oui, ben, elles deviennent plus claires. Puis c'est sûr que ça devient plus clair pour les élèves. Puis c'est aussi, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que pour les enseignantes et les enseignants, ben, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est sûr que ça leur demande du travail. C'est pas, ils vont pas réussir ça la première année. Puis il y en a il y a des success stories, mais c'est pas quelque chose que. C'est pour ça qu'il y a des regroupements qui accompagnent les enseignantes et les écoles qui veulent mettre en place ces types d'activités-là. Il y a plein de regroupements qui font ça. Mais c'est aussi un moyen pour les enseignants de se sentir aussi, de faire d'autres choses, hein, de montrer que, de dire, je suis pas là juste pour enseigner la matière, mais j'enseigne la matière, puis je peux créer quelque chose avec mes élèves. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Nous, les exemples qu'on a, les gens qui viennent nous voir ou qui nous parlent de ça, souvent, c'est avec des pétillants dans les yeux, parce que tout d'un coup, les élèves sont plus intéressés, ils participent, tout le monde joue son rôle, tout le monde découvre sa manière d'interagir, développe des habiletés du savoir, du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-agir, qui est le savoir justement de l'initiative. Et ça prend à travers des projets entrepreneuriaux. Fait que là, on vient de parler du développement de l'agentivité chez les enfants, puis on veut que ça reste chez les adultes. Fait que vous avez fait une version aussi pour les initiatives citoyennes. Oui. C'est ça qui est intéressant, hein? C'est parce que c'est pas obligé d'être, quand tu te pars une business, que tu te fais un modèle d'affaires. Hein? Exact. Ben, exactement. Mais avant de passer à la troisième version, ce que je veux dire, c'est que la fameuse matrice qu'on a fait pour les enfants, ben, est un peu différente. Les questions sont différentes. C'est souvent des questions avec les enseignantes. Évidemment, on pose pas les mêmes questions avec des adultes que des enfants. Donc, avec la matrice du projet entrepreneurial ou la matrice scolaire, c'est véritablement fait pour être au début utilisé par les enseignants, puis ensuite, plus les élèves évoluent, ben là, évidemment, les élèves sont capables de lire les questions puis d'y répondre seuls à ces questions-là. Mais sinon, la matrice scolaire, elle est exactement la même que la matrice du modèle d'affaires responsable. C'est les mêmes cases, les mêmes questions, mais pour des enfants. Je voulais juste dire ça pour pas penser qu'on pose les mêmes questions, parce que c'est clair qu'on pose des questions plus complexes aux adultes qui veulent partir un projet d'entreprise qu'avec des enfants qui vont faire des mitaines, par exemple. Ouais. C'est normal. Mais oui, Maurice, tu disais que on s'est pas arrêté là. Mais oui, on s'est pas arrêté là parce qu'on s'est rendu compte qu'une matrice comme celle-là, que d'avoir une vision, une matrice, était aussi pertinent pour ce qu'on appelle des initiatives citoyennes. Parce que, évidemment, les gens, puis probablement que les gens qui vous écoutent, il y a des gens qui ne veulent pas partir nécessairement d'entreprise, mais qui aimeraient se mettre ensemble pour créer une ruelle verte. Créer un regroupement pour favoriser l'intégration des personnes immigrantes. Donc, ou manifester ou créer un événement pour quoi que ce soit. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont comme outil, ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils ont comme outil pour s'aider dans le développement de leur projet, de leur initiative citoyenne? C'est là qu'on est arrivé, on en est arrivé à l'idée de créer ce qu'on appelle la matrice des projets engagés. Parce que on s'est dit que les gens veulent s'engager. On le sait que les gens veulent s'engager. On voit les enjeux qui sont en face de nous, là, qui sont devant nous, puis les enjeux sociaux, environnementaux qui vont nous péter un jour ou l'autre. Puis il y a beaucoup de personnes, dont vous à votre façon, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire quelque chose, puis qui veulent le faire sans nécessairement bâtir une entreprise. Il y a des gens qui veulent le faire juste pour eux, là, avec leurs voisins,
créer une remise où ils vont se partager leur tondeuse à gazon plutôt qu'avoir à acheter chacun sa tondeuse à gazon pour pouvoir tondre son gazon une fois par 2 semaines, puis même il faudrait ainsi de suite. Donc, il y a plein de gens qui veulent faire des projets comme ça, qui sont des projets citoyens et qui n'ont pas nécessairement d'outils pour se partir, pour démarrer, d'outils pour ce qu'on appelle la partie idéation. Et donc, ce qu'on a fait encore une fois, on est parti de la matrice originale, de la matrice du modèle d'affaires responsable, et là, on est allé voir des organismes communautaires qui appuient des initiatives citoyennes. On est allé voir des conseillers à la vie étudiante, des conseillers à la vie éducative, à la vie associative. On est allé voir plein de personnes qui accompagnaient les initiatives citoyennes pour savoir, quelles questions vous leur posez aux gens? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Puis là, on a pris toute cette information-là, puis là, on a essayé de voir, est-ce qu'on serait capable de l'intégrer dans notre matrice, puis d'adapter notre matrice? Ça a fonctionné. Donc, on a la matrice des projets engagés, où, dans le fond, c'est la même matrice avec les mêmes cases, mais où on pose des questions un petit peu différentes pour appuyer les gens qui veulent une ruelle verte, par exemple. C'est super. Je pense particulièrement à un pirate à qui j'ai parlé récemment, qui voulait se partir un regroupement d'experts dans son domaine, et il va se reconnaître. Tu devrais probablement aller chercher cette matrice-là. Luc, tu sais peut-être que dans notre épisode, maintenant, on inclut des petites capsules pour faire briller des entreprises collectives sociales, d'économie sociale, OBNL, coopératives, on a 3 critères. Il faut que ça soit une entreprise collective, il faut qu'elle fasse du bien à la société, et on est les seuls juges de ça. Et il faut qu'elle gagne à être connue, donc quelque chose qu'on ne connaît pas, puis qu'on aimerait ça que les autres le sachent. Donc, oui. Et celle qu'on a cette semaine nous a en fait été recommandée par beaucoup de nos membres qui la connaissent, qui sont passés par là ou qui veulent juste vraiment la faire briller. Donc, on regarde ça maintenant. Donc, bonjour les pirates. Aujourd'hui, pour notre capsule sur l'économie sociale, on va rencontrer Andréane Tanguay qui vient nous parler d'une école vraiment spéciale. Salut Andréane. Allô? Parle-nous de ton école. L'école du milieu de Lévis, c'est une école de rue, en fait, un milieu adapté de scolarisation qui vient en aide aux jeunes adultes âgés entre 16 et 25 ans. Donc, c'est des élèves qui ont décroché de l'école pour un paquet de raisons, qui viennent d'un paquet de milieux différents. Puis, en fait, notre travail à nous, c'est de les réconcilier avec l'école. Pour arriver à nos fins, en fait, on a 3 volets. Donc, on a un volet scolaire, c'est-à-dire qu'on a une enseignante qui est là, qui est prêtée par notre centre d'éducation aux adultes. Cette enseignante-là, elle est formidable. Puis en plus de ça, elle est orthopédagogue. Donc, elle est capable de travailler avec les élèves certaines difficultés qu'ils peuvent avoir. Elle enseigne le français, mathématiques jusqu'à secondaire 4 et 5. Donc, tous les crédits, tout le travail que les élèves font dans leur cahier, c'est reconnu là, au ministère. Ce qui fait qu'une fois qu'ils ont fini leur parcours ici, ils peuvent poursuivre pour aller chercher leur DES, aller faire une formation qualifiante, aller faire un DEP, cégep, peu importe, toutes les portes sont ouvertes. En plus de ce volet-là, on a un volet d'intervention psychosociale. Donc, on a 2 intervenants qui sont là, un à temps plein, un à temps partiel, qui vont venir aider nos jeunes à traverser leurs difficultés. Donc, que ce soit des problèmes de consommation, des problèmes de dépendance, de violence, problèmes d'anxiété, n'importe lequel. On a 2 généralistes là, qui travaillent à peu près tous les problèmes que quelqu'un peut rencontrer dans sa vie. Ils sont vraiment exceptionnels, eux autres aussi. Donc, les élèves peuvent les voir aux besoins. Là, ils sont toujours là, sont toujours disponibles. Et le 3e volet qui nous distingue, c'est notre volet cible aventure. Donc, nos élèves, on a fait le pari que pour devenir un citoyen engagé, en fait, il faut que tu essayes, que tu expérimentes des affaires, que tu apprennes à te connaître et tout ça. Donc, nos élèves, 3 après-midi par semaine, ont la chance d'expérimenter toutes sortes d'activités culturelles, sportives, artistiques, implications citoyennes. Nos élèves font des activités, ça peut être des sorties, ils peuvent aller au musée, faire du tir à l'arc, faire de la peinture, aller faire du bénévolat dans les jardins communautaires. Donc, on explore toutes sortes de projets avec eux. Présentement, là aussi, ils vont faire de la musique, de la musique expérimentale pour aller se défouler un petit peu. Les heures qu'ils font pour ça aussi sont reconnues là, comme des heures de scolaire, en fait que c'est des apprentissages. J'aime bien dire qu'on fait du raccrochage citoyen, en fait. C'est que nos élèves, en plus de se raccrocher, à l'école, on veut qu'ils deviennent des citoyens contributeurs à la société. Plutôt que d'être seulement des bénéficiaires, ils deviennent des citoyens engagés, mobilisés.
ils participent activement là, à notre vie commune. C'est une superbe initiative, ça. Surtout que quand on se retrouve à être décrocheur, on vit des choses un peu différentes de ceux qui vont juste passer au travers du système scolaire normalement. Fait que le fait de les ramener puis des raccrocher comme citoyens, ça fait des citoyens qui partent déjà avec une dose d'expérience intéressante. Exactement, puis ils ont chacun des parcours uniques. Là, c'est une de nos devises d'ailleurs, là, un parcours unique d'apprentissage, c'est que chaque parcours ici est valorisé. Peu importe d'où tu viens, l'important c'est que tu prennes le pont, tu travailles tu te retrouves en chemin, peu importe c'est quoi ton chemin. Il y en a qui sont plus boueux, il y en a qui sont en ligne droite, il y en a qui sont sinueux, mais peu importe, chaque parcours est riche, puis ça fait en sorte qu'on devient la personne qu'on est. On est des êtres d'expérience, fait que l'école du milieu, c'est une belle expérience. Oui, c'est un sujet qu'on ramène assez souvent à l'émission, ça. Là, vous avez des projets, vous autres. Oui, présentement, on a un gros projet qui occupe quand même beaucoup d'espace. On a un projet d'échange étudiant avec une école comme la nôtre, qui est un micro-lycée à Paris. Notre enseignante, l'année passée, est allée faire un échange d'enseignants avec une classe là-bas. Puis, on s'est dit, on pourrait faire vivre cette expérience-là à nos élèves. Dans notre classe, on a des élèves qui n'ont pas nécessairement eu le privilège de voyager beaucoup dans leur vie. Donc là, les élèves montent le projet de A à Z. C'est eux qui vont chercher le financement, ils s'occupent de faire les activités, de faire les appels, de préparer, de réserver les billets d'avion. C'est un projet qui est monté là, avec des sigles qui est reconnu. En fait, ça donne des crédits de secondaire 5. Fait que les élèves participent de A à Z à l'élaboration. Puis au printemps, là, les élèves parisiens vont venir nous voir pendant une semaine. Puis après, ça va être à notre tour d'aller les visiter. C'est quand même un beau privilège là, qui s'en vient. Ben oui, c'est excellent, ça. Là, vous autres, vous êtes à Lévis, c'est ça? Oui, exactement. Centre de Lévis. Puis vous accueillez des jeunes de quelle tranche d'âge? 16 à 25 ans. OK, quand même, ça couvre grand. Oui, exact. Si on veut vous rejoindre, votre adresse courriel ou votre site web? Donc, c'est le www.écoledumilieu.ca ou par courriel à info@écoledumilieu.ca. École, pas d'accent, tout en un mot. Parfait. Pour les auditeurs, on va également mettre cette information-là dans la description du vidéo. Si vous nous écoutez en audio, allez nous voir sur LinkedIn, les mêmes comptes que d'habitude. On va en parler là. Donc, écoute, on te remercie beaucoup, Andréane. Merci à vous autres. Puis, ça fait plaisir. Puis, je pense qu'on va se reparler bientôt, nous autres. Ça sera avec grand plaisir. Bon, c'est-tu pas beau, ça? N'est-ce pas? Maintenant, Luc, il y a à tous ceux qu'on invite et nous-mêmes, on essaie tout le temps de donner des petits trucs aux gens pour qu'ils puissent faire des choses actionnables. Hein? Si ils s'intéressent au sujet du jour, ils puissent prendre action pour commencer quelque chose. Donc, est-ce que tu aurais 3 trucs par rapport à l'entrepreneuriat responsable pour nos auditeurs aujourd'hui? C'est une grosse question que vous me posez. Je le sais. Une chance qu'on ne s'est pas organisé avant pour que tu le saches. Plutôt. C'est vraiment gentil. En fait, oui, j'ai 3 suggestions à faire aux personnes qui vous écoutent. La première suggestion est en lien avec un de mes intérêts de recherche aussi. Tu sais, je vous ai mentionné que j'aimais l'économie sociale. Mm-hmm. Je vous ai mentionné que j'aimais l'entrepreneuriat responsable. Puis je vous ai aussi parlé du management responsable. Oui. Puis dans le management responsable, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est de baser le management, baser la gestion, sa gestion, mais aussi ses actions sur des valeurs qui sont importantes pour nous. Dans un monde là, qui bouge, hein, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, un monde VUCA, hein, volatile, complexe, incongru, puis ambigu, incertain et ambigu, le VUCA. Mais on n'a pas grand-chose sur... Tu sais, c'est comme si on n'avait pas d'assises. Hein? C'est difficile d'avoir des assises. On ne peut rien prendre pour acquis. C'est ça. Exactement. Un monde d'incertitude. Exactement. Donc, c'est vraiment un monde d'incertitude, puis on le voit avec les enjeux qui nous arrivent. On l'a vu avec la pandémie. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Quand on est dans un monde comme ça, est-ce qu'on se dit, on va y aller avec le vent puis on va s'adapter? Hein? Ou on se dit, ou on essaie de se trouver ce sur quoi, les assises sur lesquelles on va se baser, ce qui est essentiel pour nous. Puis, dans nos travaux, nous, on adopte ce qu'on appelle une perspective axiologique. Excusez-moi pour le gros mot, là. C'est-à-dire une perspective basée sur les valeurs. C'est-à-dire que quelles que soient les actions que l'on fait,
ben, il faut essayer de comprendre à la base quelles sont les valeurs qui sont essentielles pour nous et qui vont nous aider à cheminer, même quand on est dans un milieu où on se fait confronter nos valeurs où ça change vite. Donc, le premier conseil que je donne aux gens qui nous écoutent, c'est de réfléchir à quelles sont leurs valeurs fondamentales. Je ne leur demande pas 8 valeurs. Réfléchissez aux quelques valeurs qui sont essentielles pour vous. Quand je dis valeurs, c'est-à-dire les principes qui guident vos jugements et vos actions. Trouvez les valeurs essentielles pour vous. Est-ce que c'est l'intégrité? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est la solidarité? Est-ce que c'est l'humilité? Est-ce que c'est l'agilité? Est-ce que c'est l'efficacité? Est-ce que c'est la gaieté? Quelle que soit votre valeur, réfléchissez à vos valeurs qui sont importantes pour vous. Puis une fois que vous avez réfléchi aux valeurs qui sont importantes pour vous, mais dites-vous, ben, ces valeurs-là, comment elles vont percoler dans mes actions? Hein, comment elles vont s'exprimer ou se manifester dans mes actions au jour le jour? Alors là, tu te dis, ben, au niveau individuel, dans mes actions, dans mes relations avec Olivier et mes relations avec Maurice et vice-versa, comment ça s'exprime, cette valeur-là, de l'humilité, par exemple? Après ça, vous créez une organisation, ben, comment l'humilité s'exprime dans les procédures, les structures, les pratiques de votre organisation? Puis après ça, ben, comment l'humilité, si c'est votre valeur, elle s'exprime dans la relation que votre organisation va avoir avec les autres organisations? Donc, trouvez vos valeurs, essayez de définir comment elles s'expriment dans différents lieux, et ensuite, trouvez des outils puis des moyens d'agir lorsque les gens vont enfreindre vos valeurs. Parce que c'est clair qu'on est dans un monde où les gens vont enfreindre vos valeurs. Quelle est la limite? À quel moment vous dites, vois-tu, là, non, ça va contre mes valeurs, je ne peux pas y aller. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça demande une réflexion. Les gens ont des valeurs, les gens ont de belles valeurs, mais les gens ne savent pas nécessairement les limites de leurs valeurs, jusqu'où elles peuvent aller. Tu sais, c'est accordéon, une valeur. Ouais. Puis, ils ne savent pas jusqu'où ça peut aller et comment ça peut changer leur façon d'être. Puis, ils ne savent pas aussi comment réagir lorsque les gens enfreignent leurs valeurs. Puis, c'est important, on le dit souvent aussi, si vous avez une valeur que vous êtes vous-même prêt à enfreindre parce que ben, des fois, il faut, puis des fois, on n'a pas le choix, c'est probablement pas une de vos vraies valeurs. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps, Luc, vont quasiment trouver que ça est arrangé. Parce que ça fait un petit moment qu'on avait développé quelque chose qui s'appelait la boussole pirate. C'est essentiellement ça, faire une introspection pour savoir c'est quoi tes valeurs les plus fondamentales que toi-même, tu ne peux pas transgresser. Puis j'aime beaucoup que tu as utilisé le mot accordéon. Hein? Il y a des valeurs qu'on peut étirer un petit peu plus. Et on avait aussi fait un épisode à un moment donné, écoute, on n'était pas fin ce jour-là. On avait appelé ça valeur partout, bullshit partout, valeur nulle part. Où ce qu'on disait que nous-mêmes, on a tendance à enfreindre nos propres valeurs. Puis il faut arrêter de prétendre qu'on ne le fait pas. OK? Ouais. Ça va arriver. Puis il faut ben, nous, quand ça arrive, on se sent sale. il faut se sentir sale. Ouais. C'est là que tu sais que c'est une vraie valeur quand tu as de la misère à te regarder dans le miroir parce que tu as enfreint ta valeur, même de façon mineure. Ouais. Puis en même temps, il faut se laisser une chance, là. C'est normal. Ça arrive des fois qu'on va être dans une situation vraiment difficile où deux valeurs vont être confrontées. Ça arrive, là. Mais l'idée, c'est d'après ça d'améliorer de changer nos façons de faire. Mais là, tantôt, vous avez mentionné, il y a différents types de valeurs qui circulent. En gros, je vous fais ça rapidement, le petit cours 101 des valeurs qui circulent. Il y a ce qu'on appelle les valeurs affichées. Ça, c'est les valeurs qu'on voit sur les sites web. Ça, c'est les valeurs qu'on promulgue. Hein? Vous avez vraiment ça, des fois, sur les sites web des organisations. Voici vos valeurs. Souvent, ces valeurs affichées, mais pas tout le temps, c'est des valeurs qui sont décidées par en haut, qui sont mises là, puis qui n'ont pas vraiment de profondeur. Si tu te grattes un peu, tu te rends compte que, la valeur, la transparence, c'est une bonne valeur dans notre entreprise. Ah oui? Est-ce que vous parlez est-ce que les salaires sont transparents? Ben là, non. Ben là,
Si tu dis que la transparence, c'est une valeur, comment ça que tes salaires sont pas présents, sont pas transparents, eux? Voilà, tu sais, un peu valeur affichée, hein, valeur sur le site web. Smoke screen qu'on appelle nous. C'est ça. C'est Oui, pour faire smoke beau. screen, C'est pour du amadouer. greenwashing. Oui, c'est ça. C'est ça. Amadouer des clients, les banques, hein, nos financiers. Mais c'est ce que je trouve intéressant, hein, questionnable, c'est comment ça se fait que ces valeurs-là sont affichées, mais que la seconde que le moindre petit problème, on va les ignorer d'une manière majestueuse et publiquement. Ben, tu sais, des fois, tu as des valeurs qui sont déterminées par des consultants externes. Hein? Oui, C'est quoi qu'on les a payé valeurs très à la cher. mode présentement qu'on devrait avoir comme entreprise? Ouais. Et c'est quoi les autres sortes de valeurs? Donc, ça, que c'est tu les vois? valeurs affichées. Ouais. Ouais. Alors, l'autre sorte de valeur, l'autre valeur qui circule, c'est ce qu'on appelle les valeurs attribuées. Mhm. Ça, c'est les valeurs que les gens qui vous connaissent vous attribuent. Ben là, Maurice, Olivier, ils ont ces valeurs-là. Parce que Maurice, Olivier, ils ont des chapeaux de pirates. Parce que si, parce que ça, parce que c'est une OBNL. Pour plein de raisons, on vous attribue des valeurs qui, parfois, c'est vrai, mais parfois, c'est pas vraiment ça. Mhm. Ça, c'est les valeurs attribuées. Puis ça, c'est souvent les parties prenantes externes là, qui vous regardent. Ils disent, ben oui, t'es-tu une coop, ben t'as telle valeur. T'es-tu une société par action, t'as telle valeur. T'es ci, t'es ça. Tu t'appelles Desjardins, t'as telle valeur. Ouais, mais c'est pas vrai. Il y a des... Anyway, voilà. Ça, c'est les valeurs, c'est les valeurs attribuées. Ensuite, Déguisant t'as pirate, les t'es un valeurs. clown. Ben, oui, t'es un pirate, tu peux pas être sérieux. Hein? Quelles que soient les valeurs, quelles que soient. Ensuite, tu as les valeurs, les vraies valeurs, ce qui est au cœur, c'est ce qu'on appelle les valeurs partagées. C'est les valeurs qui sont partagées par les membres de l'organisation, que ce soit implicite ou explicite. Hein? Idéalement, tu veux que ce soit des valeurs explicites, mais il existe des valeurs implicites. Dans certaines organisations, faut pas trop que tu aies l'air de sourire. Parce que si tu souris, ben, tu travailles pas assez. Mhm. Ben là, clairement, la valeur de la gaieté n'est pas très là. Mais c'est une valeur implicite. Puis il y a des valeurs explicites, puis ça, c'est celle que moi, c'est celle qui m'intéresse. C'est celles qu'on construit ensemble par consensus et qui vont devenir définir nos valeurs organisationnelles. Ça, c'est les valeurs partagées. Puis finalement, la quatrième catégorie de valeurs, c'est les valeurs que j'appelle les valeurs aspiration. C'est celles que on n'est pas là, on peut pas dire que c'est nos valeurs, mais on aimerait ça s'y rendre. C'est comme les valeurs à l'horizon, c'est les valeurs qu'on aimerait avoir. On n'est pas encore rendu là, mais peut-être que dans le prochain cycle, on va essayer de les incorporer. Mais il faut déjà les avoir en tête. Donc, les valeurs aspiration. Donc, valeurs, 4 types de valeurs. Fort intéressant. Ça, c'était juste le premier point, là. Oui. Il en reste 2 autres, on va manquer de temps. On t'écoute on t'écoute les 2 autres. Hey, je vais faire ça vite, les 2 autres. Ben, le deuxième, c'est évident, là, on revient au début. C'est réfléchissez à votre gouvernance, réfléchissez à votre mode, à votre statut juridique, réfléchissez à la manière dont vous voulez vivre votre organisation de personnes. Donc, allez faire la boussole entrepreneuriale, allez réfléchir aux différentes formes d'entreprise, de statut juridique pour vos projets, parce que les gens vont pas vous les donner spontanément. Vous allez rencontrer des gens sur votre route qui vont pas connaître ça. Puis si vous faites pas vous-même l'effort d'y aller, ben vous allez peut-être rater quelque chose qui est central pour vous. Puis c'est ce qu'on voyait dans le reportage, dans le documentaire. Tu sais, il y a certaines des personnes qui ont démarré des coopératives de travail, là, c'est par défaut. OK, on va faire ça. Puis imaginez, maintenant, c'est des coopératives qui vont super bien, dont la coopérative qui a réalisé le documentaire. Oui. C'est vraiment par hasard qu'ils ont appris que s'ils voulaient avoir de l'argent pour s'incorporer, ben, il fallait que ça soit une coopérative. Puis ils se sont dit, une coopérative, c'est quoi ça? Mais là, maintenant, on est content d'avoir Production 4 éléments dans le paysage. Mm-hmm. Mais je veux pas que ça arrive trop souvent, ça. Tu sais, j'aimerais ça que les gens, ils savent d'avance dans quoi ils s'embarquent, puis ils connaissent les différentes options, puis que les différentes options soient présentées de façon honnête. Pas juste de dire, ben, il y a une bonne façon, la Inc., puis on verra après. Ça, c'est ma deuxième. Puis ma troisième, finalement, ben, c'est de réfléchir toujours dans vos actions aux retombées
sociale, économique et environnementale. C'est de pas externaliser ça. Puis quand je dis dans vos actions, c'est pas juste les actions des entreprises que vous créez, mais aussi dans le choix des entreprises que vous appuyez à travers votre consommation. Je veux pas mettre moi tout le poids sur les consommateurs. Contrairement à certains qui disent c'est les consommateurs qui décident. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Les consommateurs ont leur part à faire, mais on est d'accord que les gouvernements, pour changer le monde, ont de quoi à faire. Mais par contre, les consommateurs, comme vous, comme moi, ont quand même beaucoup de données pour décider où ils vont acheter leurs produits, s'ils vont acheter leurs produits, ainsi de suite. Donc, c'est mon troisième. Basé sur les valeurs, la gouvernance, puis penser aux retombées positives et négatives, sociales, environnementales et économiques de vos actions. J'aime beaucoup ça. Ton troisième point, oui, il y a les consommateurs, il y a les gouvernements, mais les industries ont beaucoup de travail à faire aussi. Hein? On va en reparler avec un autre invité éventuellement de ça. Ouais. Luc, ça a été très généreux de ta part de passer du temps avec nous ce matin. Et j'aimerais ça savoir, est-ce que les gens peuvent connecter avec toi? Et si oui, c'est quoi le moyen le plus simple de te contacter? Ben, le moyen le plus simple de me contacter, c'est comme ce que tu as fait, Olivier, quand tu m'as contacté sur LinkedIn. Ouais. Donc, puis évidemment, c'est le meilleur moyen pour me dire, hey, j'ai un projet ou j'ai quelque chose. Puis si je peux pas, parce que ça arrive que je peux pas, je vais être honnête, je vais être transparent, puis je vais pas vous faire attendre. Si je peux ou si je peux vous transférer à une autre personne, je vais le faire rapidement. Puis il faut pas le prendre personnel parce que on peut pas tout faire évidemment, mais je vais essayer de répondre au maximum à votre question. Puis si on peut faire un bout de chemin ensemble, on va le faire. Excellent ça. Ben écoute, je te remercie beaucoup de ton passage. C'est sûr qu'on va devoir se reparler parce que comme on a vu, on a touché à un des éléments qui t'intéressent seulement. Il en reste beaucoup d'autres. Puis c'est toutes des choses qui vont être intéressantes à discuter. Donc, dans un avenir proche ou moyen proche, on se recontacte. Puis les pirates, n'hésitez pas à connecter avec Luc. Il partage beaucoup de choses intéressantes. Et honnêtement, je savais qu'on n'avait pas le choix de te parler. Hein? Donc, je ne regrette pas de mon choix. Ben, merci beaucoup de votre accueil. C'est très généreux. Puis merci beaucoup à votre gang de patrons aux gens qui vous écoutent. Puis n'hésitez pas à critiquer si j'ai dit des choses qui vous n'êtes pas d'accord, ben on en parle. Pas vous, mais les gens qui écoutent. Merci beaucoup. Et les pirates, on se voit la semaine prochaine avec un autre sujet fort intéressant qui est encore inconnu. Ouais. D'ici ce temps-là, vous savez quoi faire. Vous partagez l'épisode, vous aimez cet épisode-là, vous allez sur Patreon puis vous lancez un paquet d'argent dans notre direction générale. Puis, on se reparle aussitôt qu'on peut. Bye-bye. Bye. Allez. l'abordage! À l'abordage! Ah! Ah non! Ah!